Bonjour à tous, alors je vais faire une petite vidéo pour donner des mentions spéciales. C'est pour donner pour parler des films que j'ai vus, que j'ai pas forcément vus en salle, que j'ai pas forcément vus dans des conditions parfaites, qui me permettent de... J'ai beaucoup aimé, je les ai pas mis dans mon top 10. C'est pour mentionner quelques films comme ça que je vous recommande si vous ne les avez pas vus, sortis cette année. Et on va commencer avec Shin Godzilla, qui est pas sorti en France. Qui est trouvable sur le net. Je vous invite à le télécharger en version avec des sous-titres anglais. Et franchement, ça m'a pris... c'est vraiment une claque dans ma gueule. Je suis pas un aficionados de Godzilla de la première heure. J'avais même pas compris le concept avant que je me renseigne très récemment sur le côté exutoire de Hiroshima, qui était le premier Godzilla. Donc c'était le côté de réussir à mettre... à mettre les blessures des deux bombes atomiques dans un personnage qui était Godzilla. Et on se pouvait se... Enfin, avec l'attaque de Godzilla, on pouvait être, en tant que japonais de l'époque, voilà, on réussi à être un exutoire de ce qui s'était passé et à passer à autre chose, d'une certaine manière. Regardez une vidéo, il y a Greg fait des vidéos, je crois qu'il a fait une très bonne vidéo sur le Godzilla de Gareth Edwards qui explique tout ça beaucoup mieux que moi. Et donc, Shin Godzilla, c'est sorti cette année au Japon, ça a été, je pourrais pas te dire le nom du réal. C'est franchement énorme, parce que ça réapproprie le truc sur Fukushima. C'est vraiment, voilà, ça sert d'exutoire à Fukushima, ça arrive à te faire vivre des émotions fortes et à te donner un espèce d'élan d'héroïsme sur les personnages vis-à-vis des gens qui vont défendre Godzilla, qui vont se battre contre Godzilla, et à ce côté, voilà, tu fais le parallèle avec Fukushima tout le film, et c'est hyper fort. Alors, c'est un film de destruction, mais là, pour le coup, les gens meurent, enfin, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Ça va à 2000 à l'heure, le rythme est hyper soutenu, et ils l'ont fait 15 000 balles, 15 millions de dollars, et franchement, c'est une claque dans ta gueule, quoi. Enfin, je trouve que le film est hyper bien foutu pour les moyens qu'ils ont. C'est un vrai film de grand spectacle de destruction. Et pour moi, c'est le meilleur film de destruction de l'année. Je l'ai vu dans le train, dans mon ordi, donc je ne vais pas le mettre dans mon top. Parce que voilà, je l'ai vu... Mais je vous le recommande. Je fais une vidéo exprès pour recommander quelques films comme ça. Alors après, je vais vous recommander Creed. Pareil que je n'avais pas vu au cinéma. Je vous le recommande parce qu'honnêtement, c'est... Voilà, j'ai pu défoncer Les Visiteurs 3 dans mon flop. Parce que... Pourquoi faire Les Visiteurs 3 quand t'as pas d'idée? Et là, quand les mecs viennent, après Rocky, faire Creed, le mec vient parce qu'il a une vraie idée, il a un concept, et on sent que le mec, c'est un fan, c'est un putain de fan de Rocky, et qu'il est pas là pour faire du Rocky, il est là pour faire du Creed d'un mec, et Creed, c'est un mec qui a kiffé Rocky, enfin, et le réal, c'est pareil, il y a tout un parallèle entre personnages, entre nous, entre le réalisateur, et c'est génial. C'est un film qui prend tout ce que Rocky peut colporter, et qui arrive à vivre sa propre histoire, construite par tout ça. Enfin, c'est formidable. C'est dans le côté reprendre une licence bien après, tout ça, c'est hyper bien trouvé, hyper intelligent. Et il y a des moments de mise en scène de malade. Il y a un combat de boxe en plan séquence, mais tu te mets par terre, quoi, en mise en scène, mais c'est la claque dans ta gueule, quoi, sévère. Donc Creed, je vous recommande. Stallone, il est hyper émouvant dedans. C'est le meilleur rôle de Stallone, je pense. Enfin là, c'est vraiment et de réussir à relancer, je l'ai déjà dit, mais voilà, de reconstruire sur une saga culte, sans faire une redite et en étant dans l'hommage, mais à la fois pas forcément dans le fan service, dans la référence. C'est vraiment de réussir à faire du vieux avec du neuf de manière aussi bien et bonne. Chapeau les gars, parce que c'était pas à gagner d'avance. Alors après, récemment, j'ai aussi vu Tony Erdmann. Alors je comprends totalement pourquoi à Cannes les gens n'en pouvaient plus, les critiques, parce que franchement le film est très drôle et j'imagine que la séance des critiques à Cannes, si les mecs se sont mis à se marrer, ils ont dû se marrer tout le film, et ça a dû leur faire un bien fou. Parce que les critiques, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de séances où ils se bidonnent leur race, et là, de réussir à se bidonner de manière... en s'étant légitime de rigoler, parce que je pense que les critiques, je vais faire une digression à 2 balles qui veut rien dire, mais je pense qu'ils doivent avoir un espèce de complexe vis-à-vis de la comédie, ils doivent pas rigoler aisément, tu vois, ils doivent avoir un côté un peu retenu, genre non, rigoler c'est pour les cons. Et là, de pouvoir s'éclaffer de rire devant Tony Erdmann, ils ont dû avoir vraiment un grand plaisir, et c'est pour ça que le film, à mon avis, était autant adulé à Cannes, et que la critique voulait qu'il ait la palme, enfin... Voilà, parce qu'ils ont dû passer une séance de ouf, et honnêtement, le film est vraiment super bien, quoi. C'est vrai que c'est hyper drôle, c'est hyper actuel, c'est touchant, moi ça m'a vraiment touché, il y a plein le père est formidable, ce personnage, mais il est génial, il est tellement humain, tellement sincère, et toute l'intrigue fonctionne vraiment bien, ça raconte... c'est vraiment un père qui va chercher sa fille dans l'enfer de la mondialisation, et ce qui est intéressant, c'est que ça rend le monde absurde, mais pas parce que ça le tourne en... C'est pas parce que ça c'est quoi le terme que je cherche?
voilà, ça tourne pas forcément en dérision ce monde du capitalisme et des gens qui bossent dans les fonds de pension, tout ça, mais c'est juste que ça le regarde vraiment avec un regard humain, un regard sincère et simple, et par ce regard-là, ça en devient absurde. Enfin, parce que en regardant ce monde simplement, tu te dis mais ouais putain, mais pourquoi vous vous faites chier à faire tout ça comme ça, quoi. C'est vrai que oui, votre monde il est invivable, et c'est ça qui est beau. C'est que c'est pas genre on fait de la caricature, on fait de l'absurdité, on fait des trucs absurdes pour rendre les choses idiotes. Non, c'est juste que en regardant ça simplement, ouais, c'est absurde en fait. Et ça m'a bien foutu. Donc très beau film, Tony Herman. Je vous le recommande. Je l'ai vu en DVD, je l'ai pas vu au cinéma, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Après, il y a Maloute de Bruno Dumont. Alors j'avais beaucoup aimé Petit Quinquin. Et là, c'est vrai que c'est dans la même veine, dans le sens où bon, c'est dans le Nord. C'est un film d'époque, et c'est très beau. Franchement, il filme cette baie, mais de manière extraordinaire. Il y a des plans magnifiques. J'aime beaucoup les teintes, les gueules qu'il a choisies, évidemment. Il y a un truc qui m'a dérangé, où j'ai mis beaucoup de temps à m'adapter, c'est que dans Petit Quinquin, il n'y a que des anonymes. Et là, il y a toute une partie d'anonymes qui jouent les gens du Nord, les vrais ch'tis, les paysans, les pauvres. Et dans l'autre partie, tous les riches, les aristos, sont joués par des gens connus. Et Lucchini en tête. Et j'ai eu du mal, quoi. Parce que autant les mecs que je connais pas, quand ils me présentent un personnage chelou, je me pose pas la question en me disant ah bah oui, bah là c'est d'habitude, ah bah je l'ai vu d'une autre manière, et là je dois m'adapter. Alors que Lucchini, quand il arrive en mode vraiment chelou, je vois Lucchini qui essaye d'être chelou. Enfin, tu vois, et ça m'a mis du temps avant d'accepter ça, quoi. D'accepter de me dire bon bah ok, c'est ce personnage là, ok, on passe Lucchini et on découvre le personnage, ok. Et j'ai vraiment eu du temps, mais bon, au fur et à mesure ça a fini par prendre. J'ai pas saisi toute la symbolique du film, j'avoue que c'est un film, ça m'a évoqué plein de trucs, mais je suis pas du tout hyper sensible aux symboles et tout ça, donc j'ai dû rater plein de messages, mais je pense qu'il y a plein de choses qui sont colportées dans ce film. J'ai lu pas mal de choses qui parlaient de la lutte des classes, et moi j'ai pas trouvé que c'était une lutte des classes. Pour moi, Maloute, c'est plus justement juste une cohabitation des classes, et de manière, ça cohabite parce que voilà, dans le travail et dans la souffrance des pauvres, qui doivent porter les riches pour traverser une rivière à ce point-là, et de l'autre, les riches, c'est dans l'absurdité et dans le sang, quoi, parce qu'ils finissent par être bouffés, tout un truc de cannibalisme. Mais voilà, c'est plus une cohabitation où les deux perdent que vraiment une lutte. C'est ça que j'ai trouvé un peu surprenant d'utiliser le terme lutte. Bref, c'est ma petite diversion. Et non, surtout, il y a un personnage qui est le personnage de Billy, qui est un truc de ouf. Billy, c'est... alors, au début, c'est une fille. Après, elle se déguise en garçon. Donc, elle dit que c'est une fille qui se déguise en garçon. Mais il y a mais la famille l'appelle le jeune garçon. Donc il y a toute une ambiguïté sur le sexe. Donc au final, je crois qu'elle est transgenre ou gender fluide. Je suis pas du tout adepte des noms de ça, je sais plus. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui a pas un sexe défini. C'est une très belle personne, mais vraiment magnifique, un visage d'ange, enfin des yeux de ouf. Et tu sais pas si c'est un mec ou une meuf, quoi. Et j'ai trouvé ça hyper fort, parce que ça joue dans l'histoire, hein, que le personnage, elle fricote avec un personnage, et le personnage devient un peu... ça le perturbe d'avoir les doutes sur le fait que c'était un mec ou une meuf, et ça a des conséquences, et honnêtement, toi, ça te fait la même chose derrière ton écran. Enfin, il y a un moment où tu as des sentiments pour... Enfin, tu t'éprouves des choses pour ce personnage, tu la trouves belle ou beau, t'es attiré... mais c'est vrai que de pas savoir si c'est un mec ou une fille, c'est perturbant, enfin ça te fait vivre, et je trouve ça hyper fort de réussir à faire vivre des choses comme ça, de forcer ton spectateur qui est pas forcément adepte qui côtoie pas ce genre de personnes tous les jours, de devoir se retrouver face à ce genre de sentiments de la part de Dumont. Je trouve que c'est vraiment un message fort, et ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça dans un film. Et surtout, ce qui est fort, c'est que, évidemment, après le film, je vais m'enseigner sur l'acteur ou l'actrice. Et en fait, ça va au-delà du film. Au-delà du film, tu ne sais pas, au générique il y a marqué RAF. J'ai pas fait plus de recherches que ça, parce que je trouve que c'est aussi la magie de la chose, mais cette personne est réellement transgenre ou gender fluid. Cette personne n'a pas de sexe. Cette personne n'est pas catégorisée en tant qu'homme ou femme, donc je sais pas, et je trouve que c'était une magnifique initiative de Dumont de mettre en lumière ce personnage, qui est franchement extraordinaire, et de réussir à faire véhiculer tous ces sentiments qui peuvent sentir conflictuels par quelqu'un qui n'est pas
qui s'est pas retrouvé face à ce genre de situation, bah, je trouve ça important, je trouve ça bien, je trouve ça moderne. Et ça m'a fait du bien. Alors après, il y a Steve Jobs, que j'ai vu en DVD aussi, donc il m'a pas fait l'impact qu'il aurait pu me faire si je l'avais vu en salle, je pense, parce qu'il a été dans le top de beaucoup de gens, et je peux comprendre. Mais c'est vrai que moi, je l'ai regardé un peu le soir, comme ça, à l'arrache, en DVD. J'avais lu le bouquin de Steve Jobs, et je trouve que par contre, voilà, il y a un travail d'adaptation qui est hyper couillu, quoi. Parce que franchement, fallait oser adapter de cette manière-là, quoi. Donc le film, c'est 3 jours, enfin 3... avant une présentation de Steve Jobs, et on le voit, et là c'est du Sorkin, qui est le nom du scénariste, qui est des aficionados du walk and talk, donc des personnages qui marchent dans les couloirs et qui discutent, et de tout avoir ce jeu de discussion de couloirs. Il avait fait West Wing, qui est sur la Maison Blanche, qui est une série qui est basée entièrement là-dessus, sur ces discussions de couloirs, et donc là il fait un film entièrement là-dessus. On va résumer la vie de Steve Jobs, on va résumer ses conflits, ses enjeux, ses démons qu'il habite, enfin... Honnêtement, il y a tout ce qu'il y a dans le bouquin et dans ce film, c'est ça qui est ouf. Le bouquin, c'est un gros pavé de 600 pages qui te résume la vie du cum, hein. Mais il a réussi à tout condenser dans ce film par ces 3 jours, quoi. Et les conflits, bah, évidemment, se résolvent, évoluent au fur et à mesure des journées, parce que c'est 3 jours à 10 et à chaque fois 10 ans d'intervalle, quoi. Et franchement, c'est hyper bien foutu, c'est les coulisses d'un homme, et on est vraiment avec lui dans les coulisses, et on se rend compte que c'est ça qui compte, c'est pas l'homme qui est sur scène et qui présente des inventions, non, c'est l'homme qui est derrière les coulisses, et qui il est comme ça. C'était formidable. Et Danny Boyle, qui est un de mes réalisateurs préférés, il te sort une réal qui est tellement dynamique, qui est tellement virevoltante, qui le suit partout dans ses couloirs, et les personnages qu'il croise, alors des fois ça devient presque trop, tu vois, ils croisent toujours les mecs dans le même ordre presque, et ils continuent leur conflit sur 10 ans, et t'as l'impression qu'ils ne sont pas parlés entre les deux, et tout ça. Mais c'est couillu, c'est osé, et franchement, c'était un beau film. Je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma. Alors après, je vais parler rapidement de Elle de Verhoeven, que j'ai vu à Cannes, et que j'avais pas du tout aimé, et j'ai été super surpris, parce que c'est un film qui est genre typiquement... en fait, j'ai pas aimé parce que je comprenais pas ce que je regardais. Je comprenais pas parce que c'est un film qui est horrible au début, une meuf qui se fait violer, enfin c'est hyper violent, et dans la salle les gens étaient éclatés de rire. Pas au début, mais à plein de moments les gens étaient éclatés de rire. Assez vite. Sur des moments où je pensais pas du tout que c'était fait pour être drôle. Et en fait, c'est après que j'ai vu le film que en fait, je me rends compte que Verhoeven, il a cette force-là, qui est d'assimiler la culture et le cinéma du pays. Enfin en tout cas, il a fait ça aux États-Unis pour Robocop par exemple, et même pour... Starship Trooper, et même l'autre, là, c'est Showgirl, où il te prend la culture d'un pays, et il te fait un film qui est... Il utilise tout ce que le pays fait, enfin, il utilise vraiment les formes du cinéma, du pays en question, enfin, les formes du film d'action hollywoodien des années 80 pour Robocop, les formes du film de guerre science-fiction pour Starship Trooper, enfin, avec ça ressemble, la gueule du... Là, pour le L, c'est genre le film d'auteur français, drame familial, ça a la gueule de ça devrait être ça, mais... Il y a quelque chose en plus, il y a quelque chose de décalé. Il y a une vision qui est différente, et il a un recul sur ce qu'il filme qui permet d'avoir des moments mais drôles, franchement. Et c'est ça qui est fort, c'est de réussir à alterner entre de pas prendre les choses tant au sérieux que ça, quoi. Tu vois, il te fait un film qui aurait dû être le comble du plombant, et non, en fait. Parce que le personnage d'Isabelle Huppert est hyper bien campé, parce qu'elle est surprenante, parce qu'elle reste debout quoi qu'il arrive, et qu'elle se laisse jamais abattre, et qu'elle domine toutes les situations au final, et qu'il a ce regard un peu malicieux sur les choses. Et donc il te fait un film d'auteur qui a la gueule d'un film d'auteur, mais qui est plein de cynisme, et au final, voilà, c'est une forme de satire. C'est une forme de satire sur notre société, sur les apparences, le côté en fait qu'en fait on est tous tarés en France, on est tous des gens chelous, qui ont tous des choses qu'on planque et qu'on n'ose pas dire, et dans nos agissements on est bizarre, on se parle mal, on se dit pas les vérités, on se ment, et il a réussi à condenser ça dans un film très bien interprété, avec des petites erreurs de DA, tout le truc sur les jeux vidéo c'est un peu pourri, c'est un peu mal foutu, avec on sent que les comédiens à 2-3 moments ils sont pas dirigés dans leur langue natale, quoi, enfin... Il y a des petites approximations de ton où tu sens que c'est un peu mal joué, mais vraiment c'est minime. Et il te sort un film qui est vraiment qui prend aux tripes, et qui a des moments hyper angoissants, hyper stressants, hyper marquants, et des moments où il arrive à te faire marrer, parce que d'un coup tu sens qu'en fait il te... Voilà. Mais c'est pas frontal, c'est pas genre hyper appuyé, c'est ça qui est fort. Il est sur une ligne qui est hyper juste, et franchement je vous recommande, c'est à découvrir.
Alors après, je vais parler de La Tortue Rouge. La Tortue Rouge, film d'animation du studio Ghibli réalisé par un Hollandais. C'est la première fois qu'il délègue un film à un nom japonais. Et franchement, c'est un film mais d'une beauté énorme et hyper universelle. J'avais adoré l'affiche et le film résume, enfin, tout se tient en fait dans cette affiche. C'est fondamentalement ça. Hein, c'est l'histoire d'un réfugié sur une île. Il y a un petit truc avec une tortue rouge et une femme et tout ça. Il n'y a pas un dialogue. C'est que voilà, c'est une aventure. C'est la survie, l'aventure. La poésie de vivre sur une île déserte et comment ça se passe et la vie de famille, c'est beau. Moi j'ai vraiment, j'ai pas vu au cinéma non plus, mais voilà, c'était un beau film et je vous le recommande aussi. Cette année c'était un de mes coups de cœur hors top. Donc j'en ai parlé un peu dans mon flop, mais il y a aussi Batman, Superman Extended Cut qui vaut vraiment le coup d'être découvert, qui rattrape beaucoup d'erreurs du cinéma, de la version cinéma. J'en ai dit dans mon top, je vais pas plus en dire, mais honnêtement voilà, j'étais heureux qui nous sortent ça, qui rattrape vraiment ce que le film m'avait déçu en salle, pas tout, et aussi il y a aussi ce rapport au deuxième visionnage. Il y a plein de films, je vais en parler un peu après, des films que je considère avoir raté cette année, enfin être passé à côté, parce que j'ai pas compris ce que le réalisateur... j'avais des attentes différentes de ce que j'ai vu. Et ça c'est très vicieux quand tu regardes des films, d'aller voir un film avec une idée du film, et donc tu peux être totalement déçu que le film peut être génial. Genre moi, ça m'est arrivé vraiment avec Inglourious Bastard, où je pensais que j'allais voir Kill Bill dans la Seconde Guerre mondiale, quoi. J'allais voir des mecs qui allaient défoncer du nazi de toutes les manières possibles, de manière hyper graphique. Enfin, vraiment, je m'attendais à un film d'action, Kill Bill, quoi. Et pas du tout. Tu vas voir Inglourious Bastard, tu t'attends à un film d'action, t'es super déçu. Enfin, et c'est horrible parce que tu te retrouves à être déçu face à Inglourious Bastard, qui est un film de ouf, en fait. Et quand je l'ai revu, Inglourious Bastard, j'ai pris mon kiff total, parce que je savais de quoi ça allait parler, donc j'étais plus dans l'attente d'un film d'action, et là maintenant j'ai apprécié le film pour ce qu'il est. Pour un putain de western à spaghetti, mais en Seconde Guerre mondiale, un Sergio Leone presque. Enfin, il était une fois dans la France occupée, c'est le premier chapitre du film. Et c'est ça, ça joue sur les tensions, les regards, les conflits, les personnages qui... Enfin, toute cette espèce de... C'est tout ce qui se passe hors champ, la progression des gens qui se fait hors champ, enfin... Bref, et donc l'attente d'un film c'est important, et Batman Superman, je m'attendais à autre chose, la première fois que j'ai vu. Je m'attendais à un Batman... pas dans la continuité du Nolan, pas qu'on nous vende tout de suite autre chose, et là d'un coup c'était totalement ailleurs. Bref, et cette version-là, je l'ai beaucoup plus appréciée, et donc je vous la recommande aussi pour cette année. Le dernier film qui fait partie de cette catégorie, c'est Ma vie de courgette, que j'ai vu cet après-midi. Donc j'ai fait cette vidéo-là, et je l'ai vu cet après-midi. Franchement, c'était formidable. Je l'ai vu en DVD, hein, c'était formidable. C'est plein d'humanité, c'est hyper touchant, c'est joyeux. Ça parle de trucs hyper glauques, hyper graves, mais de manière toujours souriante. Ça m'a fait verser une petite larme. Je trouvais qu'il y avait un personnage qui était hyper bien géré, c'était le personnage du bully, Simon je crois, le roux, qui est genre, dans les films américains, il le foire toujours, c'est genre le connard, le mec, tu débarques, il t'emmerde, sans raison, et là ce qui est fort, c'est qu'il l'humanise vraiment, enfin, voilà, il va faire chier le personnage principal au début, mais rapidement on se rend compte que c'est pas, même lui il le sait que c'est pas viable de faire chier les gens en fait, c'est pas comme ça qu'on est heureux, donc il fait chier pour montrer qu'il faut pas le faire chier lui. Mais après, il s'humanise, et il y a plein de moments hyper touchants dans ce film. L'animation est magnifique, l'univers est vraiment beau. C'est vraiment une belle prouesse. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Voilà. Et donc, je vais parler juste de 3 films rapidement que je considère avoir raté cette année, comme je vous ai expliqué, être un peu passé à côté du truc. Il y a le premier, c'est Midnight Special de Jeff Nichols, qu'il faut que je revoie. Parce que pareil, je suis pas rentré dedans. Voilà. Je suis pas rentré dedans, je sais qu'il est dans les tops de beaucoup de gens. Je suis pas rentré dedans, j'ai pas beaucoup aimé. Je comprenais pas ce que le mec essayait de me raconter tout le film. Maintenant, je sais que c'est beaucoup plus basé sur la relation d'un père et un fils, et ce que c'est d'être père et de savoir gérer la paternité. Donc je le regarderai avec cet œil-là, et je pense que j'apprécierai beaucoup plus, parce que j'ai un peu plus de clés pour comprendre le travail du réalisateur sur ce film-là. Le deuxième film, c'est The Revenant, qui est adulé par beaucoup de gens aussi, que j'ai trouvé très beau, oui, magnifique, c'est une belle aventure de cinéma, mais l'histoire était beaucoup trop simpliste pour moi, et je pouvais anticiper ce qui allait se passer. Je trouvais ça dommage. Voilà, c'est pas mauvais, hein, pour le coup j'ai passé un moment agréable, j'ai vu des images de ouf, mais j'ai pas été impliqué plus que ça, parce que j'ai l'impression que le film était... je savais ce qui allait se passer, je l'ai déjà dit, mais voilà. Donc en le revoyant, en sachant, en connaissant l'histoire, peut-être que je vais réussir à me concentrer sur d'autres aspects, plus peut-être sur le parcours du personnage en tant que tel, et vivre de manière un peu plus... vu que je vais pas être dans l'anticipation des choses, de manière un peu plus organique, plus intense, ce qui vit peut-être le personnage de DiCaprio. On verra. Et il y a Spotlight,
que j'ai regardé, que j'ai trouvé sympa, mais enfin intéressant, tu vois, mais bon, il a eu l'Oscar, et pourquoi? Pourquoi ce film a eu l'Oscar? Il est hyper bateau, il est hyper classique. Je trouve ça bizarre d'avoir filé l'Oscar à ce film-là, mais écoutez, je pense que voilà, il nécessite aussi une deuxième relecture de ma part, parce que, pareil, il y a plein de gens qui le mettent dans leur top, je le trouve vraiment lambda, personnage un peu plat, une histoire intéressante, mais super classique. Voilà. Donc écoutez, dites-moi si vous avez eu des gros coups de cœur cette année, si vous avez des films que vous considérez que vous avez ratés, que vous sentez qu'il faut que vous revoyez. N'hésitez pas à me faire part de tout ça dans la section commentaires, et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile!